Pendant des années, vous avez été un barrage humain, une structure silencieuse et résistante, retenant le flot incessant des émotions, des besoins et des angoisses des autres. Vous connaissez intimement cette sensation, la basse fréquence bourdonnante de l'anxiété non exprimée de quelqu'un d'autre qui devient la vôtre, le goût métallique des mots avalés que vous avez choisi de ne pas prononcer pour maintenir la paix, la lassitude profonde qui découle d'une journée passée dans une négociation silencieuse à laquelle vous n'avez jamais consenti. Vous avez tenu bon, absorbant les chagrins d'un ami, les frustrations d'un partenaire, le stress d'un collègue, croyant que votre capacité à tout contenir était votre but, votre don. Mais la pression s'est accumulée, invisible pour les autres, créant des fissures capillaires dans vos propres fondations. Au fond de vous, dans les moments de calme après que la performance d'être tout pour tout le monde est terminée, un épuisement profond s'installe. Un épuisement qui ressemble moins à un don spécial qu'à un fardeau écrasant et permanent. Ce n'est pas une histoire de colmatage de ces fissures ou de renforcement des murs qui sont sur le point de s'effondrer. C'est l'histoire de ce qui se passe lorsque le barrage, avec une intention consciente et courageuse, commence enfin à être démantelé, pierre lourde après pierre lourde. C'est un voyage dans la transformation profonde que le grand psychologue Carl Jung appelait individuation. C'est un chemin sacré et exigeant qui mène un empathique d'un état de sacrifice de soi inconscient à un état de pouvoir conscient et souverain. C'est la récupération d'une âme, la transition difficile mais glorieuse, qui consiste à passer d'un réceptacle silencieux et tendu pour la douleur du monde à un fleuve puissant et vivifiant. Enfin libre de choisir son propre coup. Ce que vous avez toujours appelé empathie, cette capacité profonde et souvent accablante à ressentir ce que les autres ressentent, pourrait avoir ses racines dans un sol bien différent, bien plus dur que ce que l'on vous a fait croire. Les travaux pionniers de Jung sur la psyché humaine suggèrent que pour de nombreuses personnes très sensibles, ce qui apparaît comme un don divin est, en fait, un mécanisme de survie très sophistiqué. Un programme qui s'exécute au plus profond du subconscient. C'est une forme de sensibilité de survie, une réponse conditionnée née du besoin primordial de naviguer dans des environnements imprévisibles et émotionnellement instables, souvent dès la petite enfance. L'enfant qui grandit dans un foyer où l'amour est conditionnel, ou où l'humeur d'un adulte peut changer sans prévenir, acquiert une compétence essentielle. Il apprend que son propre état émotionnel est secondaire et dépendant de l'état émotionnel de ceux qui ont le pouvoir sur lui. Vous avez appris à lire les subtils changements dans une pièce, avec la précision d'un sismologue. Le resserrement d'une mâchoire, un changement de respiration, la qualité spécifique d'un silence, ce n'étaient pas de simples observations. C'étaient des points de données vitaux. Vous êtes devenu un connaisseur du silence, un maître prévisionniste de la météo émotionnelle, opérant avec la conviction inconsciente que si vous pouviez prédire la tempête, vous pourriez la gérer, l'apaiser ou, à tout le moins, vous abriter de ses vents les plus destructeurs. Cette compassion, bien que sincèrement ressentie et exprimée, a été forgée dans le feu de la nécessité. Elle est devenue votre principale stratégie pour gagner l'amour, pour maintenir une paix fragile et pour assurer votre propre sentiment de sécurité dans un monde dangereux. Mais cette stratégie de survie, si brillante dans sa conception initiale, a un coût dévastateur à long terme. Le flux constant et incessant de votre énergie, la surveillance incessante de l'état des autres, crée un état d'épuisement chronique et systémique. C'est le fardeau invisible et non reconnu que vous portez, la raison de la fatigue qu'aucune quantité de sommeil ne peut jamais vraiment atténuer. Elle se manifeste par une anxiété persistante et de faible intensité qui bourdonne juste sous la surface de vos journées, la bande sonore d'une vie passée en état d'alerte élevé. Elle se manifeste par une foule de maux physiques déroutants, problèmes digestifs, migraines, poussées auto-immunes, que les médecins ont du mal à diagnostiquer parce qu'ils ne recherchent pas la cause profonde. Ils ne voient pas les années de toxicité énergétique qui se sont accumulées dans votre système, à cause du fait d'être un réceptacle pour des émotions qui n'ont jamais été les vôtres. Votre système nerveux, un instrument délicat conçu pour traiter la symphonie de vos propres expériences de vie, devient surchargé, forcé de traiter le chagrin non traité, la rage inexprimée et la peur flottante de tous ceux qui vous entourent.
Vous connaissez ce schéma. Pensez à l'épuisement total qui s'ensuit après une simple conversation avec un ami en crise. Une sensation comme si vous aviez couru un marathon. Ou pensez à la maladie physique qui frappe de manière fiable après une réunion de famille tendue. La façon dont votre corps exige de force, le repos que votre esprit refuse de lui accorder. Vous avez absorbé leur état émotionnel, l'intégrant à vos propres cellules comme s'il s'agissait d'une contagion. Et votre corps, dans sa sagesse profonde et inébranlable, crie qu'il ne peut plus rien contenir. Cette érosion lente et constante de votre propre force vitale, cette fuite de votre âme même, ne peut pas durer éternellement. Finalement, quelque chose doit céder. Et cela commence souvent non pas par un rugissement spectaculaire, mais par un murmure silencieux, persistant et tout à fait dangereux. Après une autre longue journée à gérer les attentes, à apaiser les égos fragiles et à absorber les angoisses tacites qui remplissent l'air comme un brouillard épais, vous vous retrouvez seul. La représentation est terminée. Le masque est tombé, et dans le silence résonnant de votre propre compagnie, une question s'élève d'un endroit plus profond et plus sage que votre esprit conscient. Et si j'arrêtais? Et si j'arrêtais d'essayer de mettre tout le monde à l'aise à mes propres dépens? Et si j'arrêtais de dire oui alors que tout mon être est un non retentissant? Et si j'arrêtais d'être le porteur désigné de la douleur de tous les autres? Cette simple question est la première véritable fissure dans le barrage. Une fissure créée non pas par une pression extérieure, mais par une rébellion intérieure. Pour l'empathique qui ose laisser cette question en suspens, pour vraiment en considérer les implications, elle marque le point de non-retour. Jung appelait cela le début sacré de la conscience, le moment crucial où vous cessez d'être un objet passif de votre conditionnement et commencez à devenir le sujet actif et souverain de votre propre vie. Mais l'éveil qui suit cette question est rarement un lever de soleil doux et progressif. Il s'agit plus souvent d'un événement soudain et choquant, que Jung appelait à juste titre la collision avec l'inconscient. C'est un tremblement de terre psychologique. En un instant, toute l'architecture de votre personnalité, l'identité que vous pensiez si solide, se révèle être un château de cartes. Vous voyez, avec une clarté aveuglante et douloureuse, que votre sens de soi a été construit sur une prémisse fausse et instable, le mensonge selon lequel vous êtes fondamentalement responsable des sentiments des autres. Vous réalisez que votre estime de soi a été précairement liée, non pas à la vérité de qui vous êtes, mais à la fonction que vous remplissez pour les autres. Cette dépendance au fait d'être nécessaire, un état que Jung a identifié comme une compassion gonflée, est soudainement exposée pour ce qu'elle est, une cage dorée. La collision brise cette grande illusion, et dans le calme troublant de l'épave, votre vrai moi authentique a enfin la lumière et l'espace pour s'agiter. Alors que vous vous tenez au milieu des décombres de votre ancienne identité, vous recevez une invitation inévitable. Faire un voyage dans ce que Jung appelait l'ombre. Ce n'est pas, comme on le comprend souvent mal, un voyage dans le mal ou la malveillance. C'est une descente courageuse dans les parties reniées, rejetées et cachées de votre propre psyché. Pour beaucoup de gens, l'ombre contient des éléments prévisibles comme l'égoïsme, l'agression ou la cupidité. Mais pour l'empathique, l'ombre contient quelque chose de bien plus surprenant, de bien plus puissant et de bien plus vital pour sa guérison. Une rage pure et sans mélange. C'est un feu sacré de rage qui a été réprimé et étouffé pendant toute une vie. C'est la rage cellulaire d'être constamment utilisée, d'être sans cesse considéré comme acquis, d'avoir votre profonde gentillesse perpétuellement prise pour de la faiblesse ou de la naïveté. Jung a écrit que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Pour vous, l'empathique. Cette obscurité est votre source d'énergie. C'est la fournaise non allumée dans le sous-sol de votre âme, contenant toute l'énergie dont vous avez besoin pour votre transformation. Et sous la rage se trouve un puits profond de chagrin. Chagrin pour les années perdues. Chagrin pour la version de vous qui n'a jamais été autorisée à exister. Chagrin pour l'amour que vous avez donné si librement, mais si rarement offert à vous-même. Apprendre à reconnaître cette rage, à sentir sa chaleur clarifiante sans être consumé par elle, est l'acte même qui vous permet de récupérer votre force vitale. Lorsque vous rencontrez enfin et courageusement votre ombre,
Vous ne devenez pas cruel ou amer. Vous devenez clair. Vous devenez ce que l'on ne peut que décrire comme consciemment sélectif. Et cette nouvelle clarté radicale commence à se manifester par une série de changements profonds et observables qui signalent la véritable récupération de votre âme souveraine. Cette métamorphose remarquable se déroule à travers une séquence de 8 signes distincts. Une progression claire et logique qui commence par un recablage interne et culmine par un changement complet dans la façon dont vous vous engagez avec le monde. Le tout premier de ces signes est un renversement d'énergie indubitable et souvent surprenant. D'aussi loin que vous vous souveniez, votre énergie personnelle a coulé vers l'extérieur comme une rivière sans berge définie, arrosant sans fin le jardin de tous les autres pendant que le vôtre se transformait en poussière. Maintenant, pour la première fois, vous sentez ce puissant courant commencer à changer de direction. L'immense énergie qui était autrefois dépensée à anticiper les besoins, à gérer les humeurs et à décoder les silences, commence à se concentrer à nouveau en vous, créant un réservoir de vitalité que vous n'auriez jamais cru possible. Vous terminez un engagement social et vous vous sentez neutre, voire énergisé, au lieu d'avoir l'impression d'avoir été vidé de votre substance. Vous remarquez la mauvaise humeur d'un ami comme une information le concernant, plutôt que comme une contagion émotionnelle immédiate que vous devez absorber et réparer. Un noyau solide et inébranlable commence à se former en vous, un sens de soi qui n'est plus perméable à toutes les tempêtes émotionnelles qui passent. C'est le premier avant-goût enivrant de la souveraineté psychologique, le sentiment d'habiter véritablement votre propre paysage émotionnel sans être un réfugié perpétuel dans celui de tous les autres. Avec cet afflux étonnant d'énergie nouvelle, le deuxième signe émerge inévitablement. Le guérisseur, enfin, commence à se guérir lui-même. La question centrale et directrice qui a régi votre vie pendant des décennies, de quoi ont-ils besoin de moi, est lentement, tranquillement et courageusement remplacée par une nouvelle question révolutionnaire. De quoi ai-je besoin pour moi-même? Au début, cette question semble terriblement étrangère, profondément égoïste, presque hérétique. Mais au fur et à mesure que vous commencez à vous exercer à la poser, puis à agir en fonction de ces réponses, vous initiez un processus de rééducation parentale profonde et nécessaire. Vous commencez à nourrir l'enfant intérieur négligé en vous, la partie de vous à qui l'on a appris à être silencieuse et docile, pendant que vous étiez occupé à prendre soin de tous les adultes de votre vie. Vous vous donnez la permission radicale de vous reposer sans culpabilité, de jouer sans but, de poursuivre un passe-temps oublié depuis longtemps, simplement pour la joie qu'il procure, d'être simplement, sans le besoin incessant de justifier votre existence par votre utilité pour les autres. Vous tournez vos dons de guérison puissants et innés vers l'intérieur pour la première fois. Et cela ressemble à un retour à la maison, dans une maison que vous n'avez jamais su posséder. Une maison qui vous attend patiemment depuis toujours. Ce profond retournement vers l'intérieur mène directement au troisième signe, et peut-être le plus profondément libérateur de tous, l'évaporation constante et miraculeuse de la culpabilité. La culpabilité a été la clôture invisible et électrifiée qui vous a enfermé pendant toute votre vie. La culpabilité de décevoir quelqu'un, la culpabilité d'avoir vos propres besoins, la culpabilité de simplement prendre de la place. À travers le prisme de votre nouvelle conscience, vous commencez à voir que cette culpabilité omniprésente n'était pas une partie innée de votre personnalité, mais un outil de manipulation puissant et insidieux, souvent utilisé inconsciemment par ceux qui bénéficiaient le plus de votre manque de limites. Lorsque quelqu'un dit maintenant « Vous avez changé », avec un ton de déception ou d'accusation, l'ancien vous se serait effondré, se précipitant pour s'excuser et revenant frénétiquement à votre ancien rôle, plus docile. Le nouveau vous l'entend comme une simple déclaration de fait et peut-être une confirmation discrète de vos progrès. Vous réalisez profondément que vous n'êtes pas, et n'avez jamais été, responsable de la gestion des réactions émotionnelles des autres à votre croissance personnelle. Au fur et à mesure que le brouillard de la culpabilité se dissipe, vous cessez de vous excuser d'être humain et commencez à revendiquer sans vous excuser votre droit divin à une existence pleine, authentique et autodéfinie. Au fur et à mesure que votre monde intérieur se solidifie et se clarifie, les changements commencent inévitablement à se manifester à l'extérieur.
devenant visible pour ceux qui vous entourent. Le quatrième signe est que le masque tombe. Jung appelait ce masque soigneusement construit la persona, le moi socialement acceptable et soigné que nous présentons au monde afin de nous intégrer et d'être acceptés. Pour l'empathique, cette persona est presque toujours celle de la personne facile à vivre, infiniment agréable et perpétuellement serviable, celle qui n'a jamais de problème, n'a jamais de besoin, ne dit jamais non. Au fur et à mesure que votre processus d'individuation prend de l'ampleur, maintenir cette façade épuisante devient non seulement difficile, mais insupportable. La quantité même de force vitale qu'il faut pour faire semblant, pour sourire à travers la douleur, pour acquiescer lorsque vous êtes passionnément en désaccord, devient insupportable. Vous commencez à dire votre vérité, non pas avec agressivité ou malice, mais avec une clarté simple, ancrée et non négociable. Vous exprimez une préférence pour un restaurant au lieu du « je suis d'accord avec tout » par défaut. Vous admettez que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de rentrer chez vous, au lieu de pousser votre corps à un événement de plus. Cette authenticité brute est terrifiante au début, car elle risque le rejet social que vous avez passé toute une vie à essayer d'éviter. Mais vous découvrez bientôt une vérité profonde. La paix intérieure qui découle du fait d'être fidèle à vous-même est infiniment plus précieuse que le travail épuisant et destructeur d'âme qui consiste à obtenir l'approbation conditionnelle des autres. Cet acte courageux de révélation de soi mène organiquement au cinquième signe, un changement fondamental et permanent dans vos priorités essentielles. Vous commencez à choisir systématiquement l'authenticité plutôt que l'approbation. La représentation est terminée. Vous cessez de rire aux blagues qui ne sont pas drôles simplement pour apaiser les tensions sociales. Vous cessez d'offrir des compliments vides de sens que vous ne pensez pas. Vous n'êtes plus un miroir émotionnel, reflétant soigneusement aux gens la version idéalisée d'eux-mêmes qu'ils souhaitent voir. Ce changement profond crée un effet d'entraînement fascinant et clarifiant dans votre monde social. Certaines personnes sont attirées par votre nouvelle réalité comme des papillons de nuit par une flamme. Ce sont celles qui attendaient inconsciemment de rencontrer la personne réelle derrière le masque accommodant. D'autres sont repoussées, parfois avec une hostilité surprenante. Ce sont celles qui ont bénéficié de votre performance, qui avaient besoin que vous soyez agréable et docile pour se sentir en sécurité dans leur propre vie. Vous développez maintenant ce qu'on ne peut qu'appeler un magnétisme authentique. En cessant vos tentatives désespérées et épuisantes de plaire à tout le monde, vous devenez profondément et authentiquement attirant pour les bonnes personnes, celles qui valorisent la vérité plus que le confort et la connexion authentique plus que la fonctionnalité pratique. Votre perception même des autres subit une altération radicale et permanente, marquant le sixième signe, le rappel de la projection. Jung enseignait que nous projetons constamment et inconsciemment nos propres qualités non reconnues, à la fois lumineuses et sombres, sur les personnes qui nous entourent. En tant qu'empathique, vous avez probablement passé votre vie à projeter votre propre profondeur, votre intégrité, votre intelligence émotionnelle et votre vaste capacité de soin sur des personnes qui ne possédaient tout simplement pas ces qualités. Vous avez vu leur potentiel et construit des récits élaborés pour excuser leur comportement constamment médiocre, croyant qu'au fond, sous tout cela, ils étaient comme vous. Le rappel de la projection est le moment où vous cessez consciemment de faire cela. Vous commencez à voir les gens non pas comme vous souhaitez désespérément qu'ils soient, ou comme ils pourraient être s'ils faisaient plus d'efforts, mais comme ils sont réellement, maintenant, sur la base des preuves de leurs actions. Vous cessez de verser votre précieuse force vitale dans un partenaire romantique qui est un puits sans fond de besoin, croyant que vous pouvez être celui qui finira par le réparer. Vous reconnaissez que le mauvais comportement répété d'une personne n'est pas un appel à l'aide, mais une déclaration claire de son caractère et de ses valeurs. Ce n'est pas la naissance du cynisme, c'est l'aube d'une clarté profonde, perspicace et profondément protectrice. Cette nouvelle clarté rend le septième signe non seulement possible, mais une nécessité absolue pour votre bien-être continu. Vos limites deviennent sacrées. Avant cet éveil, une limite ressemblait à un acte hostile, un mur que vous construisiez pour empêcher les gens d'entrer, un aveu de votre propre égoïsme ou manque de compassion. Maintenant, vous comprenez la vérité. Une limite saine n'est pas un mur, mais la ligne simple et élégante qui définit où vous vous arrêtez
et où une autre personne comment. Ce n'est pas un acte d'agression. C'est l'acte ultime de respect de soi. Dire « non » ne nécessite plus une explication longue et apologétique ou une excuse fabriquée. « Non » devient une phrase complète, puissante et paisible. Vous en venez à reconnaître une vérité vitale. Quiconque se met en colère ou est offensé par le fait que vous fixiez une limite est quelqu'un qui bénéficiait consciemment ou inconsciemment de votre absence de limite. Ces limites sacrées ne sont pas destinées à vous isoler. Au contraire, elles sont le fondement même sur lequel des relations saines, intimes et authentiques peuvent enfin être construites. Et c'est le 8e et dernier signe de cette profonde métamorphose. Vous commencez à cultiver une connexion consciente. Dans votre ancienne vie, la connexion était souvent synonyme de fusion et d'enchevêtrement. Vous fusionniez avec les autres, vous perdant complètement dans leurs mondes émotionnels, leurs drames, leurs besoins. L'empathique éveillé apprend le bel art de se connecter sans se dissoudre. Vous développez ce qu'on peut appeler une compassion limitée. Vous pouvez vous asseoir avec quelqu'un dans sa douleur la plus profonde. Vous pouvez offrir une empathie profonde et un soutien indéfectible. Mais vous ne prenez plus sa douleur comme la vôtre. Vous apprenez à être un témoin compatissant et stable sans devenir le dépotoir émotionnel. En conséquence, vous commencez à attirer des relations basées sur le respect mutuel, la réciprocité émotionnelle et un désir commun de croissance, et non sur un don et une prise unilatéraux. Vous apprenez à aimer les gens profondément et pleinement, sans le besoin compulsif et codépendant de les secourir ou de les sauver d'eux-mêmes. Vous pouvez enfin vous connecter avec les autres en tant que personne entière et souveraine, en sécurité dans votre propre centre énergétique et émotionnel, offrant votre présence comme un cadeau précieux de choix et non comme un acte désespéré d'obligation. Cette transformation sacrée, cependant, n'est pas une ascension simple et indolore vers une vie de facilité et de lumière. Jung comprenait la gravité et la difficulté de ce processus, l'appelant le voyage nocturne en mer, une descente nécessaire et souvent terrifiante dans l'obscurité, le chaos et l'inconnu, avant qu'un nouveau soi plus authentique puisse naître. Cette phase peut ressembler exactement à une mort, car à bien des égards, c'en est une. C'est la mort du soi qui cherche à plaire aux autres, la mort de l'identité qui a été méticuleusement construite sur les fondations fragiles de l'approbation des autres. Ce voyage entraîne presque toujours ce qu'on peut appeler la grande purge relationnelle. Au fur et à mesure que vous changez si fondamentalement, la dynamique relationnelle autour de vous est également forcée de changer, et tout le monde ne sera pas disposé ou capable de faire ce changement avec vous. Les amis qui ne vous appréciaient que pour votre rôle de thérapeute non rémunéré ou de système de soutien émotionnel sans fin peuvent s'éloigner, vous accusant de devenir égoïste, froid ou distant. Les membres de la famille, qui étaient habitués à votre conformité et à votre passivité, peuvent résister à vos nouvelles limites avec colère, culpabilisation et manipulation. Vous pleurerez la perte de ces relations. Et plus douloureusement encore, vous pleurerez la réalisation bouleversante que certaines d'entre elles étaient basées non pas sur un amour véritable, mais sur votre utilité et votre fonction dans leur vie. Cette période de purge peut être intensément, extrêmement solitaire. Vous avez passé toute votre vie entouré de personnes qui avaient besoin de vous. Et maintenant, vous devez apprendre à être avec vous-même, peut-être pour la toute première fois de votre vie d'adulte. Mais Jung a fait une distinction essentielle et transformatrice entre la solitude et l'isolement. La solitude est la douleur aiguë d'être déconnecté des autres. L'isolement est la joie et la paix profonde d'être connecté à soi-même. Cette période de votre vie est une invitation sacrée de votre âme à transformer la solitude en un isolement profond et nourrissant. C'est comme un grand navire qui ne peut pas être réaménagé et reconstruit pour un nouveau voyage plus profond, tout en étant ballotté sur une mer animée et chaotique. Il doit se retirer dans un quai calme et solitaire pour être renforcé, recalibré et rendu apte à la navigation pour sa véritable destination. Dans cet isolement sacré, vous entendez enfin, vos propres pensées sans la statique assourdissante des émotions des autres. Vous découvrez vos propres préférences, vos propres rythmes, vos propres désirs, libérés de la forte pression de leurs attentes. Dans le calme, vous rencontrez la personne que vous étiez avant que le monde ne vous apprenne
que vous deviez être quelqu'un d'autre pour tout le monde. Vous vous familiarisez à nouveau avec la fréquence unique de votre propre âme. Et au fur et à mesure que votre monde psychologique se recalibre dans cet isolement, quelque chose de vraiment miraculeux commence à se produire dans votre monde physique. Le corps, qui a gardé avec diligence la trace de chaque traumatisme absorbé, de chaque sentiment refoulé et de chaque mot avalé, commence à se guérir. La fatigue chronique et plombée qui a été votre compagnon constant commence à se dissiper, car votre précieuse force vitale n'est plus aspirée par les exigences extérieures, les douleurs inexpliquées, les problèmes digestifs persistants, les réponses inflammatoires. Ils commencent à diminuer à mesure que les années de toxicité émotionnelle accumulées sont enfin éliminées de votre système. Votre système nerveux, qui est resté bloqué dans un état d'hypervigilance pendant des décennies, reçoit enfin le signal qu'il est sûr de se retirer. Le sommeil devient plus profond et plus réparateur. Vous réalisez que votre corps physique n'a jamais été conçu pour être une décharge émotionnelle pour les déchets non traités du monde. En le fermant aux déversements extérieurs et en commençant le processus de nettoyage interne, vous permettez à son intelligence de guérison naturelle, puissante et innée, de rétablir l'équilibre et la vitalité. Cette profonde guérison physique est le reflet direct et tangible des limites psychologiques et énergétiques que vous avez si courageusement établies. Vous ne portez plus le poids du monde sur vos épaules, et votre corps répond joyeusement et avec gratitude à cette nouvelle et incroyable légèreté d'être. Sorti de l'obscurité et de l'isolement du voyage nocturne en mer, vous émergez non pas affaibli ou brisé, mais forgé à nouveau dans les feux de la réappropriation de soi. Vous possédez maintenant ce qu'on pourrait appeler à juste titre l'arsenal de l'empathie, un ensemble de capacités puissantes et raffinées qui surgissent lorsque votre sensibilité innée n'est plus une responsabilité accablante, mais un outil consciemment et habilement manié. Votre sensibilité brute et chaotique a été transformée en sensibilité consciente. La différence entre les deux est profonde. L'empathique inconscient est comme une éponge tombée dans un déversement toxique, absorbant sans discernement et impuissant tout ce qui l'entoure jusqu'à ce qu'elle soit saturée, lourde et inutile. L'empathique conscient, cependant, est comme un scientifique qualifié avec une pipette, capable de prélever un petit échantillon contrôlé de l'environnement émotionnel pour une analyse et une compréhension approfondie, sans être contaminé par celui-ci. Vous pouvez toujours tout ressentir, mais vous avez maintenant le pouvoir souverain de choisir ce que vous absorbez et ce que vous laissez simplement vous traverser. Ce nouveau niveau de maîtrise donne naissance à des dons spécifiques, puissants et transformateurs. Votre précision intuitive devient tranchante comme un rasoir, n'étant plus obscurcie par le bruit émotionnel des autres ou par votre propre désir profond de voir le meilleur en eux. Vous pouvez percevoir les situations et les personnes avec une clarté étonnante, presque surprenante. Lors d'une réunion d'affaires, vous pouvez sentir l'ordre du jour tacite. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous pouvez sentir la congruence ou l'absence de congruence entre ses mots et ses véritables intentions. Cette intuition n'est plus une source d'anxiété, mais une source fiable de sagesse qui vous protège et guide vos décisions. Votre expression créative, autrefois étouffée par l'épuisement chronique et le besoin de plaire, commence à couler avec une force irrésistible. Les vastes réserves d'énergie qui étaient autrefois dépensées en travail émotionnel sont maintenant disponibles pour vos propres projets, votre propre art, votre propre joie, votre propre contribution au monde. Et surtout, vous développez la capacité d'établir des relations profondes, significatives et nourrissantes pour l'âme, fondées sur une base solide de vérité et de respect. Vous utilisez votre magnétisme authentique pour attirer des personnes capables de vous rencontrer dans votre intégralité, créant des connexions qui sont expansives et énergisantes, plutôt qu'épuisantes et débilitantes. Vous pouvez offrir une compassion profonde et limitée qui responsabilise les autres sans vous épuiser, créant un espace sacré pour leur croissance sans assumer la responsabilité de celle-ci. Pour naviguer dans ce monde nouveau et inconnu en tant qu'individu souverain, vous commencez à vivre selon un ensemble de principes intuitifs et tacites, une sorte de code de l'empathique conscient. Ce ne sont pas des règles rigides et imposées de l'extérieur, mais des directives internes et organiques
qui vous aident à maintenir votre équilibre, votre intégrité et votre paix durement gagnée. Le premier de ces principes est tout ressentir, rien absorber. Vous apprenez à honorer tout le spectre de vos propres réponses émotionnelles et à reconnaître les émotions des autres avec compassion, mais sans les intégrer dans votre propre corps, comme si c'était à vous de les porter. Le second est un principe économique vital pour l'âme: donnez de votre trop-plein, jamais de votre épuisement. Votre générosité n'est plus un grattage frénétique du fond d'un tonneau vide dans une tentative désespérée de dignité. Elle devient un choix joyeux et sans effort qui découle d'un état d'abondance intérieure. Le troisième principe est d'aimer les autres sans vous perdre. Votre amour n'est plus un acte d'abandon de soi ou une stratégie de survie, mais une extension puissante et rayonnante de votre propre intégrité. Le quatrième est d'aider lorsque vous êtes véritablement inspiré, et non lorsque vous vous sentez coupable, obligé ou sous pression. Cela garantit que votre aide est propre, puissante et exempte du poison du ressentiment. Et le cinquième principe, le plus vital de tous, est de faire confiance à votre savoir intérieur, votre intuition, vos sentiments instinctifs, plutôt qu'à toute pression, opinion ou validation extérieure. Ce code sacré devient votre boussole intérieure, le système de guidage infaillible qui vous ramène toujours au sanctuaire de votre propre vérité. Vivre selon ce code vous oblige à enfin, et pour toujours, affronter et démanteler l'accusation persistante d'égoïsme. La société, en particulier les systèmes qui prospèrent, grâce à la dépendance et à la codépendance, qualifie souvent les actes de soins personnels et de fixation de limites chez les personnes sensibles d'égoïstes. C'est parce qu'un monde inconscient profite grandement de votre négligence de soi. Mais vous en venez à incarner la distinction essentielle de Jung entre l'égoïsme malsain et égoïste et l'égoïsme sacré, requis pour une vie saine et intégrée. L'égoïsme malsain est l'exigence immature que les autres vous rendent heureux et répondent à tous vos besoins. L'égoïsme sacré est l'acte mature de prendre une responsabilité radicale pour votre propre bonheur et votre propre bien-être. C'est la compréhension profonde et simple que vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide, et que le fait de garder votre propre tasse pleine n'est pas une indulgence, mais une condition préalable non négociable pour vous engager de manière authentique et durable avec le monde. Vous réalisez enfin que prendre soin de vous est la chose la plus généreuse et la plus aimante que vous puissiez faire pour les personnes qui vous tiennent vraiment à cœur, car cela vous permet de leur offrir le meilleur de vous-même, et non les restes rancuniers et épuisés de ce qui reste de vous. Votre long et ardu voyage culmine dans un état d'être que Jung décrirait comme l'intégrité, une intégration de toutes les parties disparates de vous-même. Vous n'êtes plus seulement une âme fragile et sensible ballottée sur les mers orageuses du monde. Vous êtes à la fois sensible et fort. Vous êtes à la fois profondément attentionné et farouchement, amoureusement limité. Vous êtes à la fois profondément connecté aux autres et inébranlablement souverain en vous-même. Le barrage que vous étiez autrefois, une structure définie par l'immense pression qu'il a été construit pour contenir, a disparu. Il n'a pas éclaté dans un flot chaotique de destruction, mais a été consciemment, amoureusement démantelé, pierre par pierre lourde. À sa place coule maintenant une rivière puissante, consciente et vivifiante. Cette rivière n'est plus à la merci du paysage environnant. Elle choisit son propre cours avec sagesse et détermination. Elle peut couler profondément et tranquillement à travers des vallées paisibles d'isolement, ou elle peut couler puissamment et largement pour nourrir les communautés et les projets avec lesquels elle choisit de s'engager. Elle a le pouvoir inné de sculpter de nouveaux paysages, de créer une nouvelle vie et de refléter la beauté du ciel au-dessus, le tout sans jamais perdre son lien fondamental avec sa propre source profonde et inépuisable. C'est le cadeau ultime de votre transformation. Votre point de rupture ne vous a pas détruit. Il est devenu le portail sacré vers votre percée. Vous avez appris que votre sensibilité n'est pas votre faiblesse, mais votre superpuissance la plus puissante. Vos limites ne sont pas égoïstes, mais un acte profond et nécessaire de respect de soi. Et votre authenticité n'est pas excessive. C'est exactement ce dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de plus de martyrs épuisés. Il a besoin d'individus conscients, entiers et souverains, qui montrent ce que signifie être à la fois sensible et libre. Votre voyage pour devenir qui vous êtes, vraiment,
n'est pas seulement votre droit, c'est la contribution la plus révolutionnaire, vitale et vivifiante que vous puissiez jamais apporter.